Il a passé une sangle autour de mon cou par derrière. Et il a tiré très fort. J'ai compris que si je voulais respirer, il valait mieux que je ne résiste pas. Les disparus de Mourmelon, une blague ridicule. La phrase tombe en 1987, sèche, méprisante, mais surtout révélatrice du traitement réservé à l'une des affaires criminelles les plus glaçantes que la France ait connues. Une affaire qui a traumatisé le pays au point de modifier durablement les habitudes sur plusieurs générations. Parce qu'un jour, des jeunes hommes ont disparu les uns après les autres au bord des routes de Mourmelon, faire du stop a cessé d'être un geste anodin. C'est devenu une source d'inquiétude, un danger. À l'époque, pourtant, l'affaire ne fait pas grand bruit. Ça fait des années qu'elle piétine, des années qu'elle n'est pas prise au sérieux, et pour cause, il faudra plus de 20 ans avant qu'une issue commence enfin à se dessiner. Cette fameuse phrase, c'est un pic lancé par le ministre des Armées de l'époque, André Giraud. Et c'est sûrement ça le pire, parce qu'elle cristallise à elle seule l'attitude d'un État entier face à un drame qui se déroule pourtant sous ses yeux. D'un côté, des familles qui supplient qu'on les écoute, qui frappent à toutes les portes parce que leurs fils, des jeunes appelés, à peine sortis de l'adolescence, ont disparu sans laisser la moindre trace, comme s'ils s'étaient évaporés. De l'autre, l'institution militaire qui parle de désertion, de fugue, de tir au flanc. Pire encore, non seulement on ne les cherche pas vraiment, mais on les poursuit parfois. Double peine, double déni. Sur le terrain, pourtant, certains gendarmes sentent dès le milieu des années 80 que quelque chose ne tourne pas rond, que ces disparitions se ressemblent trop, que ces jeunes hommes ne partent pas tous volontairement. Puis, il y a deux corps qui s'ajoutent, deux vies prises sauvagement, qui confirment ce que personne ne veut voir. Mais comment convaincre quand on n'a que des pressentiments, des dossiers maigres et des parents déjà brisés par l'attente ? Comment avoir un coup d'avance sur le meurtrier recherché quand on n'a pas encore d'ADN et qu'une vague idée du profiling. Les disparus de Mourmelon ne sont pas des silhouettes floues, ce sont des noms, des prénoms, des dates, des dossiers, des vies arrêtées nettes. Au fil des mois, puis des années, la liste s'allonge. D'abord 1, puis 2, puis 3. Chaque nouveau nom vient s'ajouter au précédent sans jamais l'expliquer. Aucune réponse, aucune conclusion, juste une accumulation qui devient impossible à ignorer. À partir de là, la question n'est plus de savoir s'il s'agit de coïncidence, mais combien il faudra de noms supplémentaires pour que quelqu'un accepte de regarder l'ensemble. Combien de disparitions faut-il encore pour que l'on cesse de parler de hasard ? Et pendant que cette liste grandit, l'armée minimise. Pire, elle entrave. Les dossiers avancent lentement, les familles attendent, le temps passe. Jusqu'au moment où un suspect idéal finit par émerger. Le triangle de Mourmelon n'est plus un coin mystérieux, mais une terre d'horreur où l'indicible s'est produit trop de fois. La presse s'emballe, les autorités regardent enfin, mais le constat est amer. Faut-il attendre que le pire arrive pour que l'on soit entendu ? Aujourd'hui, on plonge dans une histoire aussi fascinante que terrible, le dossier des disparus de Mourmelon, aussi connu comme le dossier Pierre Chanal. Avant de commencer, je voulais juste prendre quelques secondes pour vous souhaiter une bonne année 2026 à toutes et à tous. Comme je l'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo, j'ai récemment déménagé avec ma petite famille et on est de retour en Bourgogne près de nos proches. Mon nouveau local est actuellement en cours de création, donc le décor arrivera dans les prochains mois. Mais en attendant, j'ai dû m'installer dans un studio d'appoint qui est directement dans ma maison. Pour vous dire la vérité, on est dans notre chambre en fait. Voilà, il y a vraiment mon lit qui est juste en face, vous le voyez pas. Bon, c'est quelque chose de plus simple, de moins élaboré, mais c'est vraiment temporaire parce qu'on est encore dans les cartons. J'espère que ça vous gênera pas et que vous serez surtout concentrés sur l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Merci à vous d'ailleurs encore pour tout votre soutien sur les vidéos et podcasts aussi, pour ceux qui nous écoutent en audio. Je vois toute votre force et vos abonnements en permanence. Ça récompense vraiment tout le travail qu'on fait avec mon équipe. J'ai jamais été aussi heureux de créer sur YouTube qu'actuellement. Donc vraiment, merci du fond du cœur.
Les années 80, dans l'imaginaire collectif, c'est les couleurs fluo. La boom, le rock, l'arrivée des jeux vidéo, bref, une France qui semble légère et dynamique, mais derrière cette image, le pays doute. Dans les foyers, on s'inquiète, la crise pétrolière de 79 est encore très présente, le chômage augmente et beaucoup commencent à se demander si le modèle tient encore. À l'approche des élections, certaines institutions perdent peu à peu la confiance qu'elles avaient avant. Parmi elles, l'armée. Avec mai 68, les guerres d'Algérie et du Vietnam, sa cote n'a jamais été aussi basse. Sans compter qu'avec les avancées technologiques, son rôle est de plus en plus questionné. La guerre a changé avec l'arrivée de l'arme nucléaire. Petit à petit, les armées ont commencé à se professionnaliser et ont abandonné le modèle de masse, où la quantité d'hommes était plus importante. Le service militaire apparaît alors de plus en plus comme une dépense inutile, mal adaptée à son époque. La conscription est très critiquée, mais en 1980, elle reste obligatoire. Au sein des rangs, on parle d'injustice, de passe-droit, accordé aux uns pendant que les autres n'ont pas le choix. Pour beaucoup de jeunes hommes, ce qui était une fierté et un engagement est devenu une contrainte venue d'un autre temps. Une parenthèse imposée dans des parcours déjà très fragiles. Peu à peu, les appelés deviennent invisibles, administrativement remplaçables. Résultat, les désertions se multiplient au point qu'on atteint dans ces années-là 5000 désertions par an. Une masse assez importante pour que des disparitions inquiétantes passent complètement inaperçues dans les rangs du service militaire. On est le 22 février 1981. C'est un dimanche, comme les autres. Pour beaucoup de Français, c'est l'incontournable rituel. Poulet rôti, pommes de terre, journal télévisé et Benny Hill. Mais à Tinqueux, près de Troyes, l'ambiance est tout sauf à la détente. Chez la famille Havet, ce matin-là, on ne pense ni au déjeuner, ni au programme télé, mais à Serge, le fils de la famille, qui manque à l'appel. Pourtant, sur le papier, pas de quoi s'inquiéter. Serge est un jeune homme responsable, de 20 ans, son absence pourrait presque prêter à sourire. Mais Gisèle Havet, sa maman, sent que quelque chose cloche. Serge effectue son service militaire au sein du 3e régiment d'artillerie de Mailly-le-Camp, à l'est dans l'Aube. Ce week-end-là, il avait obtenu une permission, il devait rentrer le vendredi soir, passer quelques jours en famille, puis repartir. Mais vendredi passe, puis samedi, puis dimanche, rien. Serge n'est jamais rentré. À l'époque, il n'y a ni téléphone portable, ni internet, ni message instantané, aucun moyen de vérifier rapidement, pas de traces, pas de signal, rien à quoi se raccrocher. Dans les années 80, l'information circule plus lentement. La peur n'est pas permanente, on ne parle pas de tueurs en série aux informations, du moins pas en France. La culture du true crime n'existe pas encore et l'idée qu'un drame puisse surgir près de chez soi paraît presque inconcevable. Le pire, on l'imagine ailleurs, jamais ici. Alors la famille fait ce que beaucoup auraient fait à ce moment-là, elle se rassure comme elle peut. Peut-être que la permission a été annulée, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a dormi chez un camarade. Chez les Havet, en tout cas, on fait semblant d'y croire et la vie reprend. Mais 8 jours plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Gisèle Havet ouvre et tout s'arrête. 2 gendarmes sont là et comme souvent dans ce genre de situation, elle n'a pas besoin qu'ils parlent. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, elle comprend que quelque chose est arrivé à Serge. Mais alors qu'elle s'attendait au pire, les gendarmes entrent dans la maison, ils regardent autour d'eux, commencent à fouiller. Chez les Havet, personne ne comprend, mais la raison tombe. Violente, mais surtout inaudible. Serge est considéré comme un déserteur. Personne ne sait où il est. Sa mère tente d'expliquer, Serge n'est jamais rentré et n'a donné aucun signe de vie. Pour elle, c'est une évidence, son fils n'a pas déserté, il a disparu. Pour les gendarmes, par contre, la réponse est froide, mécanique. Il n'y a aucune raison de s'alarmer, aucun mystère. Serge est un lâche de plus, un tir au flanc qui a préféré se cacher que de servir son pays. Une réaction insupportable, mais qui dans les années 80 a du sens. Chaque année, l'armée connaît une énorme vague de désertion. En moyenne, ils étaient plus de 5000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à quitter les rangs illégalement.
Ce qui fait que pour les autorités, c'est devenu une banalité. L'armée ne voit pas pourquoi Serge ferait exception. Il est un numéro de matricule, un dossier parmi des milliers d'autres, pas de quoi s'émouvoir. Les AV ne savent pas encore vraiment, mais à partir de ce moment-là, leur vie va se résumer à l'attente, au doute et à une douleur qui ne connaîtra jamais de fin. Ils ne le savent pas, mais ils viennent de prendre perpétuité. Il m'a dit, votre fils n'est pas rentré à la caserne. Oh, alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je dis, comment Et je dis, il n'est pas venu. Et je dis, vous pensez qu'il est ici? Et je dis, non, il n'est pas là, je vous assure. Il est disparu. Durant toute l'affaire, ils ne baisseront jamais les bras. Une chose est certaine, Serge n'est pas parti volontairement. Ça n'aurait eu absolument aucun sens. Sa compagne était enceinte, mais surtout, au moment de sa disparition, en février 82, il ne lui restait plus qu'un mois de conscription. Rien, absolument rien, ne justifie une fuite. Seuls, avec ou sans les institutions, ils mèneront leurs recherches tant que Serge ne sera pas retrouvé. Alors, à ce stade, que sait-on de sa disparition? Concrètement, pas grand-chose à part quelques éléments sur son dernier trajet. Retour le vendredi 20 février 1981. Le train était plutôt mal desservi. Serge a fait comme beaucoup de conscrits, il a choisi l'autostop. Il a donc quitté la caserne de Maïlcan avec un ami en voiture avant que celui-ci ne le dépose à un croisement sur la route nationale 77. Il n'en a aucune idée, mais ce détail est important. Serge est descendu, il a souri puis salué son ami avant de s'éloigner dans la nuit. Serge avait 20 ans, c'est la dernière fois qu'on l'a vu vivant. Je lui ai souhaité un bon week-end, il avait le sourire, et tout allait très bien. Mais depuis, j'ai jamais aucune nouvelle. Les semaines passent, puis les mois. La famille tente tout, absolument tout. Battu, ratissage, fouilles sous des ponts, dans des bois, dans des puits, appel aux hôpitaux, aux prisons, aux gendarmeries. Ils refont inlassablement le trajet, interrogent les amis, cherchent le moindre indice, mais il n'y a rien. Aucune trace, aucun signe. Serge s'est littéralement volatilisé, comme dirait un certain confrère. Alors sa mère fait ce qu'une mère ne devrait jamais avoir à faire, elle continue de chercher seule. Elle lit les journaux, scrute les faits divers, tente de repérer la moindre coïncidence, et un jour, ça paye. En feuilletant la presse, un détail l'arrête net. Un autre appelé a disparu sur la même route que son fils, la RN 77, le 20 août 1981, soit seulement 4 mois après Serge. Pour l'heure, Gisèle décroche le combiné et compose le numéro de la mère de l'autre disparu. La conversation qu'elle eut ce jour-là, aucune des deux ne l'a oubliée. L'échange est long, éprouvant, et au fil de l'appel, un constat s'impose. Lourd, troublant. Tout correspond. Les deux jeunes ont disparu un vendredi, le jour de leur permission, sur la même route. Tous deux étaient appelés, tous deux faisaient de l'autostop, et tous deux ont disparu sans témoin, sans trace, sans explication. Pour les deux mères, le doute n'est plus permis, il y a un lien entre les deux affaires. Ce qu'elles vivent n'est pas une suite de malchance isolée, mais quelque chose de plus large, de plus inquiétant. Si ce lien existe bel et bien, un criminel est en liberté, et rien ne permet d'affirmer qu'il ne frappera pas de nouveau. Le second disparu était affecté au 503e régiment de chars de combat à Mourmelon-le-Grand. Il avait 20 ans, la vie devant lui. Il s'appelait Pascal Sergent. Là encore, l'armée ne fait rien. Les forces de l'ordre non plus. Dans les deux cas, ces absences se résument à un mot, désertion. Et surtout, elles ne sont pas liées. Face à cette indifférence, les familles tentent le tout pour le tout. Elles se tournent vers une émission alors incontournable du paysage audiovisuel français, présentée par Pierre Bellemare, Au nom de l'amour. Touchées par le récit de la mère du disparu, les équipes acceptent de modifier leur programmation pour laisser témoigner Gisèle Havet. Très émue, elle ne formule qu'un seul souhait, revoir son fils. Supposons que Serge soit à l'autre bout de la caméra. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire pour le convaincre? Surtout qu'il me dise qu'il est en vie, c'est le principal. Simplement.
Malheureusement, l'émission n'apporte aucun élément concret sur les disparitions de Serge Havet et de Pascal Sergent. Mais elle va produire un effet inattendu, attirer l'attention d'une autre famille, confrontée à une disparition aux similitudes encore une fois troublantes. Celle de Patrick Dubois, 5 ans plus tôt. Et cette temporalité, elle change tout. Parce que pour les familles, c'est la certitude qu'ils sont loin d'avoir découvert d'autres cas. Mais surtout, ça donne un espoir terrible que l'individu récidive et que cette fois-ci, il laisse des traces. Un manque cruel pour les affaires des disparus où on n'a ni corps, ni traces, ni témoignages. Mais s'il y en a qui sont sûrs que c'est pas une histoire criminelle, c'est bien l'armée, qui ne veut toujours pas reconnaître l'évidence. Les 3 sont toujours officiellement des déserteurs, elle n'ouvre pas ses portes, ne commande pas, ne réagit pas. Encore une fois, l'armée porte son surnom à merveille, celui de la Grande Muette. Je reviens à Patrick Dubois, ce fameux 3e cas, parce que son cas est particulièrement troublant. Et je dois l'avouer, en me plongeant dans ce dossier, j'ai moi-même eu un gros doute, ou plutôt j'ai compris pourquoi à la fin de l'année 79, sa disparition a pu être interprétée comme une désertion, voire comme un départ volontaire. Rappelons qu'à ce moment-là, aucun autostoppeur n'a encore disparu dans la région. On est en 79, Patrick est le premier. Le lien avec les autres disparus, on peut le faire qu'avec du recul. Juste avant sa disparition, Patrick ne va clairement pas bien. Sa famille le remarque tout de suite. Pendant le week-end passé ensemble, il est différent. Plus renfermé, plus tendu que d'habitude, mais rien d'alarmant. Le jeune homme vient tout juste de commencer son service et on sait que l'armée, ça change un homme. Mais le trouble commence le jour où il rentre à Mourmelon. Fait extrêmement inhabituel, Patrick s'effondre en larmes, une scène qui marque profondément ses proches qui ne le reconnaissent pas. C'est très loin de son caractère. Patrick est discret, peu démonstratif, pas du genre à laisser ses émotions déborder. Sur le moment, on se pose toujours pas trop de questions. On ne le retient pas. Après tout, Patrick n'a pas le choix. Simple coïncidence ou pressentiment, on ne le saura jamais, mais ce qu'on sait, c'est que ce jour-là, en acceptant de repartir en caserne, Patrick venait de sceller involontairement son destin. Moins d'une semaine après, il n'était plus. Le vendredi de sa disparition, il devait sortir au cinéma avec un camarade. Juste avant d'y aller, il écrit une lettre à ses parents. Dedans, il évoque des supérieurs qui s'acharnent sur les appelés. Une ambiance pesante, difficile. Cette lettre, ajoutée à son attitude sombre, à ses pleurs quelques jours plus tôt, constitue un faisceau d'éléments qui, à l'époque, peut facilement faire croire à une disparition volontaire. Mais un détail rebat les cartes, Patrick a disparu en faisant de l'autostop. S'ajoute à cela la conviction de sa famille qu'il ne serait pas parti comme ça. Rien ne justifie un départ, selon eux, rien. Reste alors une question, lourde, dérangeante, et si ce qu'il décrivait dans la lettre était lié à sa disparition ? Autrement dit, est-ce que l'armée est responsable d'une manière ou d'une autre de ce drame ? Quoi qu'il en soit, là encore, aucune enquête n'est menée, le dossier est isolé et rangé dans les tiroirs des désertions. Circuler, il n'y a rien à voir. On pourrait croire qu'en 85, avec la découverte de nouvelles affaires, le dossier aurait enfin été repris dans son ensemble, mais là encore, il n'en est rien. Aucun lien n'est fait administrativement, pourtant localement, un triangle se dessine, un triangle où de jeunes hommes disparaissent, le triangle de Mourmelon. Chaque disparition reste traitée séparément. Et encore, parler de traitement est peut-être excessif. Les dossiers existent, mais ils ne se parlent pas entre eux. Et surtout, on ne cherche toujours pas vraiment. Malheureusement, il faudra un drame de plus, un drame de trop, pour que le triangle de Mourmelon soit enfin pris au sérieux. Et encore, ça reste toujours au stade du balbutiement. Le vendredi 23 août 1985, un collègue dépose Patrice sur la RN 44, près de Châlons en Champagne, c'est-à-dire en plein milieu du fameux triangle. Il doit rejoindre Mourmelon-le-Grand en stop. Je le rappelle, on est en 85, c'est quasiment 4 ans après les premières alertes des familles, et c'est là que repose une des premières grosses aberrations de cette affaire. Au milieu des années 80, faire du stop près de cette zone ne pose toujours aucun problème. Ce n'est ni vu comme dangereux, ni comme imprudent. Autrement dit, les autorités n'ont toujours pas jugé utile de faire une vraie campagne de prévention. Les cas de Serge, Pascal ou Patrick
n'ont servi à rien, comme si rien ne s'était jamais passé ici. Patrice est à des années-lumière de toutes ces affaires. Pour lui, c'est une bonne journée. Il n'a qu'une chose en tête, le lancement de fusée expérimentale à laquelle il doit participer sur le camp militaire de Mourmelon. Un événement organisé par l'Association nationale Sciences Techniques Jeunesse, dont il est un membre hyper investi. Il aurait loupé ça pour rien au monde. Lui aussi n'a donc aucune raison de disparaître volontairement. Tous s'accordent que Patrice était dirigé vers l'avenir. Patrice avait lui aussi 20 ans, et comme les 3 autres, il n'arrivera jamais à destination. Ce jour-là, tout se répète. Encore un vendredi, encore une route qui longe Mourmelon, encore un jeune homme qui fait du stop. Et encore une fois, aucune trace. Et pourtant, cette fois, un détail presque minime, mais troublant, fait toute la différence. Patrice a les cheveux coupés très courts, comme un appelé. Le « comme » dans cette phrase est central car, à la différence des autres, Patrice Denis n'est en effet pas militaire. Ça paraît anodin, en réalité c'est déterminant. Tout simplement car cette fois l'argument de la désertion ne tient pas. Et pourquoi troublant ? Parce que ça confirme autre chose, les victimes ont un profil type. 4 jours après les faits, le 27 août, les proches signalent la disparition. Et pour la première fois depuis 5 ans, une famille est prise au sérieux. Un espoir pour toutes les autres qui espèrent que cette nouvelle affaire va faire avancer les leurs. Sans attendre, la machine judiciaire s'enclenche, enquête ouverte, puis reprise par la section de recherche de Reims, plus spécialisée. Et juridiquement, ça traîne pas non plus. Une information est ouverte pour séquestration. Enfin, très vite, le terrain change de visage. Les recherches prennent une ampleur inhabituelle, presque dérangeante. Les gendarmes sont visibles partout, battus dans les bois, fouilles des fossés, inspection des puits, ratissage méthodique autour du camp militaire. Mourmelon et ses environs deviennent un terrain d'enquête à ciel ouvert. Mais la famille déchante très vite, car malgré les moyens engagés, malgré l'urgence affichée, il n'y a rien. Aucun indice exploitable, aucun témoin, aucune trace. Patrice Denis est introuvable. Son visage est désormais partout, dans les journaux, à la télévision, à la radio, sur des affiches, dans les rues. L'affaire bascule enfin. Pour la première fois, la presse ne parle plus de cas isolés, elle commence à rapprocher des disparitions, à poser des questions, à chercher une logique. Ce qui, jusque-là, restait éparpillé dans des dossiers poussiéreux, devient enfin un sujet. Les noms de Serge, Patrick et Pascal ressortent de l'ombre, et avec l'espoir qu'un jour les familles sachent ce qui leur est arrivé. Faute de pistes et d'explications logiques, les médias donnent un nom à cette énigme. Un nom qui claque, un nom qui intrigue, le triangle maudit de Mourmelon. Un nom mystérieux qui nourrit l'imaginaire de l'époque, peut-être trop. Rapidement, les hypothèses les plus improbables circulent, ovnis, malédictions, phénomènes inexpliqués, des théories qui fascinent, qui font vendre et qui ont un avantage certain, elles évitent de regarder la réalité en face. Celle d'un homme, d'un prédateur, d'un individu qui enlève, qui frappe et qui pourrait recommencer à tout moment. Il faut encore une fois se remettre dans le contexte. En 85 en France, les tueurs en série, c'est pas un sujet, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, c'est des trucs d'américains, presque du spectacle. Ici, dans nos campagnes tranquilles, on n'y croit pas, ça ne fait pas de sens. Pas chez nous, pas comme ça. Et pourtant, autour de Mourmelon, l'atmosphère change. Une vraie psychose s'installe. Pas d'un coup, pas officiellement, mais dans les têtes. L'autostop, jusque-là banal, commence à faire peur. Et cette peur, elle ne va jamais vraiment disparaître. Aujourd'hui encore, des décennies plus tard, faire du stop reste associé à un danger. Mourmelon a laissé une trace durable. Mourmelon a traumatisé la France. C'est dans ce climat lourd, tendu, presque irrespirable de l'été 85 qu'un nouvel enquêteur découvre le dossier. Cet homme, c'est Joël Vaillant. Et ce dossier, il ne l'oubliera jamais. Presque immédiatement, il se forge une conviction intime. Ces disparitions ne sont pas indépendantes. C'est une seule et même affaire. Trop de coïncidences, trop de similitudes. Alors, ils reprennent tout à zéro et ils recoupent.
À la lumière de 85, les enquêteurs reviennent en arrière parce qu'ils en sont persuadés, les indices sont dans le passé. Et sans même aller bien loin, un rapprochement s'impose presque immédiatement. Un dossier que les familles, elles, connaissent par cœur. Depuis longtemps, elles le disent, ce cas-là est lié aux autres. Il ne manque plus qu'une chose, que quelqu'un les écoute, mais surtout que la justice les regroupe. Ils plongent alors en 82, plus exactement le 30 octobre. Les températures baissent, les journées raccourcissent, la saison de la chasse a repris. Un décor banal, presque paisible, rien ne laisse imaginer que cette année-là, les monstres et les légendes de la Toussaint paraîtront presque rassurantes face à la réalité. Au sud de Maïlcan, le long de la Nationale 77, un chasseur se promène avec son chien. Comme d'habitude, le bosquet est calme. On entend les craquements des bois et rien de plus. Puis, d'un coup, le chien s'arrête. Il s'agite, renifle le sol, refuse d'avancer. Une odeur lourde, nauséabonde. Le chasseur s'approche et comprend tout de suite. À quelques mètres de la route, dissimulé dans un recoin du bois, un corps a été enterré. Sommairement, dans une fosse étroite, creusée juste assez profondément pour dissimuler un cadavre, mais pas assez pour le faire disparaître. Le corps est très enterré, la tête et le cou sont réduits à l'état de squelette, le reste est en décomposition avancée. La mort remonte à plusieurs semaines, le cadavre est allongé, rigide, dans une position contrainte. Le visage est méconnaissable, à ce stade impossible de mettre un nom. La scène interpelle immédiatement les enquêteurs, le trou est net, le sol autour n'est pas bouleversé, pas de traces de lutte visibles, pas de désordre, tout donne l'impression d'un geste rapide, maîtrisé. Une mise en terre rudimentaire, mais efficace, rien d'improvisé. Les vêtements sont encore là, ceux d'un jeune homme, en revanche aucun effet personnel. Ni sac, ni portefeuille, rien qui permette une identification immédiate. Pour l'instant, ce n'est qu'un corps anonyme. Plusieurs semaines avant ça, le lundi 4 octobre 1982, au 4e régiment de dragons de Mourmelon-le-Grand. L'absence d'Olivier Donné est constatée. Le jeune homme n'est pas revenu de sa permission de 72 heures, commencée le 30 septembre. Il devait rejoindre la région de Troyes. Comme les autres, il voyageait en stop. Comme les autres, il n'avait aucune raison de disparaître. Très vite, je vous le donne en mille, l'hypothèse retenue est celle d'une désertion. Ironie tragique ou mauvais présage, c'est à la même période que la PJ de Reims venait d'achever son enquête sur les disparitions de Serge Havet et Pascal Sergent, sans résultat. Les affaires restent cloisonnées, le contexte n'est pas à la remise en question. Vous l'avez compris, le corps découvert est bien celui d'Olivier. Mais son identification ne se fait pas tout de suite, le corps est trop abîmé, les effets personnels ont disparu. Dans ce genre de situation, il ne reste qu'une option, publier un avis dans la presse, décrire ce qui peut l'être et espérer que quelqu'un fasse le lien. Dans le cas d'Olivier, ce quelqu'un, c'est sa sœur. Depuis des semaines, elle écume les journaux, la peur au ventre. Chaque page tournée est à la fois un espoir et une angoisse. Et puis elle tombe sur l'article. Un corps retrouvé dans l'Aube. Une description, un détail, le t-shirt. Elle reconnaît immédiatement, aucun doute possible, c'est celui de son frère. Elle appelle, la suite, on la devine, la reconnaissance est formelle. Le corps retrouvé dans ce bosquet, c'est bien Olivier. Lui aussi était un appelé, lui aussi avait 20 ans, lui aussi a vu son destin se briser sur le bord d'une route près de Mourmelon. La découverte d'un corps, en théorie, c'est une avancée. Un corps, ça laisse des traces. En tout cas, sur le papier. Mais en 82, la réalité est tout autre. Le corps d'Olivier est trop dégradé, l'ADN n'en est qu'à ses balbutiements, les méthodes sont limitées et à ce stade de décomposition, il ne parle presque pas, même à l'autopsie. Elle ne permet même pas de déterminer précisément la cause de la mort, aucun traumatisme évident, aucun élément biologique exploitable, mais une certitude s'impose, Olivier Donné n'est pas mort accidentellement. Il a été victime d'un acte criminel et tout indique que cela s'est produit peu de temps après son départ de la caserne. Très vraisemblablement à la suite de la rencontre avec l'automobiliste qu'il a pris en stop.
Les circonstances de sa mort ne sont pas encore définies dans le détail, mais ce qui pose question, c'est que cet appelé est le 3e militaire à disparaître en bordure de cette même nationale, et cela en moins de 2 ans. Les familles qui espéraient au moins un indice comprennent très vite que ce corps ne leur apportera pas les réponses qu'elles attendaient. Mais surtout, elle les choque profondément. Cette mort confirme une chose, leurs fils n'ont pas déserté, ils n'ont pas disparu volontairement, et ils ont été agressés, sûrement malmenés et tués. Le 2 novembre 1982, une information judiciaire est ouverte au tribunal de grande instance de Troyes, sans grande utilité. Malgré la gravité de la découverte, le meurtre d'Olivier Donnet est traité comme une affaire isolée et surtout vite abandonnée. Il n'entraîne aucun rapprochement systématique avec les autres disparitions connues à ce moment-là. Administrativement, les dossiers restent séparés, comme si cette mort ne racontait rien de plus que sa propre histoire. Très vite, le silence retombe. Des années plus tard, lorsque Joël Vaillant et ses collègues relisent le dossier, un détail revient sans cesse, un détail qui à l'époque n'a pas été pleinement exploité, la manière dont Olivier Donnet a été enterré. La fosse est étroite et le corps est dissimulé juste ce qu'il faut. Pas trop profond, pas trop visible, suffisamment pour agir vite, sans attirer l'attention. Pour Vaillant, cette mise en terre n'a rien d'un geste improvisé. Elle évoque une technique, celle d'un commando. Ce détail, longtemps relégué au second plan, devient avec du recul l'un des éléments les plus importants de toute l'affaire. Il met la puce à l'oreille de l'équipe de Reims, l'homme qu'il cherche est probablement un militaire de carrière, méthodique, organisé. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et tout laisse à penser qu'il est prêt à recommencer. Le profiling n'existe pas encore, mais à ce moment-là, les enquêteurs ont une conviction, ils comprennent bien avant que cela ne soit admis officiellement qu'ils ne sont pas face à une suite de disparitions hasardeuses, mais à un seul et même homme, avec un mode opératoire clair et défini. Et pour le retrouver sans indice, il va falloir tenter une chose encore nouvelle à l'époque, essayer de le comprendre. Si la liste est déjà longue malheureusement, elle ne s'arrête pas là. Après des heures à reprendre les dossiers, à éplucher les désertions une par une, à chercher la moindre similitude, les gendarmes finissent par déterrer un nouveau cas. Un dossier ancien, presque oublié, il date de 1981. Ce nouveau nom, c'est celui de Manuel Carvalho. Et une nouvelle fois, il est expédié sur la case désertion. Mais quand les enquêteurs reprennent l'ensemble des affaires entre 85 et 86, ce nom-là tilt immédiatement. Parce que tout correspond. Le secteur d'abord, toujours autour de Mourmelon, le fameux autostop, et surtout, cette même absence totale de signes de départ volontaire. Rien qui ressemble à une fugue, rien qui évoque une désertion réfléchie. Cette nouvelle disparition d'un jeune homme, du même âge qui plus est, pousse aussi les gendarmes à envisager une hypothèse jusqu'ici à peine formulée, difficile à nommer à l'époque, le mobile est très probablement sexuel. Ces conclusions, pourtant cohérentes pour les enquêteurs de l'époque, vont avoir des effets collatéraux lourds. La supposition d'un mobile sexuel alimente rapidement des amalgames autour de l'homosexualité, dans une société française des années 80 encore très marquée par les préjugés et en pleine peur du sida. L'affaire tisse malgré elle un lien dangereux entre orientation sexuelle et déviance criminelle. Je le précise parce que en travaillant sur le dossier, j'ai été frappé par un détail. Les enquêteurs se concentrent alors du coup fortement sur les lieux et les groupes de rencontres gays, parfois avec des méthodes assez musclées. Aujourd'hui, ce regard il a changé, mais à l'époque, ce contexte pèse lourdement sur l'enquête. Et surtout, les témoignages recueillis lors des investigations s'orientent principalement sur l'orientation sexuelle des conducteurs. Effectivement, à ce moment-là, les langues se délient. Des autostoppeurs racontent leur vécu. Ils décrivent des trajets étranges, des attitudes dérangeantes, parfois des moments où ils ont senti le danger sans pouvoir l'expliquer. Ces témoignages arrivent jusqu'aux enquêteurs, donnent des pistes, esquissent des silhouettes, mais à chaque fois, ça s'arrête là. Rien de suffisamment solide pour aller plus loin. Pendant qu'ils cherchent, les enquêteurs le pressentent, l'homme peut frapper à tout moment.
En avril 1987, une nouvelle disparition vient leur donner raison, celle qui cristallise toutes les tensions et ouvre un affrontement direct avec l'institution militaire. Il s'appelle Patrick Gache. Comme les autres, il est jeune, comme les autres, il est appelé, affecté à Mourmelon-le-Grand, sans histoire connue, puis il disparaît en faisant du stop. Comme les autres, il est considéré comme déserteur. Aucune enquête n'a été ouverte. Pour ses proches, c'est incompréhensible. Pour les familles des autres disparus, c'est insupportable. Parce qu'en 1987, l'affaire est déjà connue. Les disparitions autour de Mourmelon ont un nom, une histoire, des précédents. Les rapprochements existent. Les alertes ont été données, d'autant plus que la section de recherche avait spécifiquement demandé à l'armée de prévenir en cas de désertion ou disparition. Encore une fois, la grande muette est restée silencieuse. La colère monte dans les familles, elle rappelle les noms: Olivier Donnet, Patrice Denis, Manuel Carvalho, Pascal Sergent, Serge Havet. L'armée campe infatigablement sur ses positions. C'est dans ce climat déjà explosif qu'intervient une phrase qui va marquer durablement l'affaire. En avril 1987, lors d'un déplacement à Mourmelon, le ministre de la Défense André Giraud lâche « Les disparus de Mourmelon ?» Une blague ridicule. La phrase fait l'effet d'une claque. Pour les familles, c'est vécu comme une humiliation pure et simple. Pour le grand public, c'est choquant. Et pour les médias, c'est le signal que quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans cette affaire. Sous la pression médiatique, l'armée finit enfin par réagir. Les casernes s'ouvrent aux enquêteurs, des consignes de prudence sont données, et surtout, des véhicules militaires sont mis en place pour conduire les appelés jusqu'à la gare, afin d'éviter l'autostop. Un geste présenté comme préventif, mais après 5 disparitions et un corps, ça paraît un peu léger. Malgré la pression médiatique, malgré les rapprochements enfin esquissés, malgré les alertes lancées, ils n'ont rien arrêté. Personne. Le dossier s'épaissit, mais le vide demeure. Et pendant qu'ils relisent les rapports, pendant qu'ils comparent les dates et les trajets, l'horreur recommence. En août 1987, un nouveau corps est découvert. Cette fois, il n'est plus question de disparition, il n'y a plus de doute, plus d'attente, plus d'espoir possible, c'est un mort de plus. Pour les enquêteurs, c'est la douche froide. Ils le savent, ils en sont même intimement convaincus. Ce drame aurait pu être évité. Si les dossiers avaient été réunis plus tôt, s'il n'y avait pas eu autant de cloisonnement, autant de lenteur, autant d'aveuglement institutionnel, peut-être que ce processus macabre aurait pu être interrompu. Peut-être que le nom de Trevor O'Keefe n'aurait jamais eu à s'ajouter à la liste. Relier son dossier aux disparus de Mourmelon n'a pourtant rien d'évident au départ. Le corps est retrouvé loin du camp militaire, à plusieurs centaines de kilomètres. Dans une autre région, hors du périmètre habituel. Trevor n'est pas militaire, c'est un jeune Irlandais en voyage. Un routard qui, comme beaucoup d'autres, se déplaçait en autostop. Une première coïncidence qui, seule, ne prouve rien. Mais très vite, certains détails confirment les suspicions des enquêteurs. La manière dont le corps a été abandonné, les traces de violence, et surtout, un élément qui fait immédiatement tilt, Trevor a été étranglé avec un lien fin, une cordelette. Le rapport, c'est un objet qui demande un geste précis, maîtrisé et qui évoque un savoir-faire particulier, celui d'un militaire. Mais c'est pas tout, le corps est retrouvé enterré sommairement, dissimulé près d'une butte, sous une fine couche de terre. Pas profondément, juste assez pour le cacher. Encore une fois, une technique bien connue des militaires pour dissimuler rapidement du matériel sur le terrain. Là encore, rien d'improvisé, tout est méthodique. Et puis il y a autre chose, les vêtements de Trevor ne sont pas sur lui. Ils sont retrouvés plus tard dans le triangle de Mourmelon, près de la RN77, comme un fil tendu entre les affaires. Presque trop évident, c'est comme si le tueur avait volontairement laissé sa signature sous le nez des enquêteurs, sur les territoires de recherche. Comme s'il les narguait. Parce qu'en effet, pour un profil aussi méthodique, oublier des vêtements, ça paraît peu crédible. C'est trop gros. Alors, simple oubli et potentielle première erreur du tueur, ou provocation. À ce stade, il est encore impossible de trancher tant que l'on n'aura pas arrêté le coupable. Quoi qu'il en soit, dans la presse, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. L'homme recherché a déjà un surnom, ce sera
le Barbe Bleue de la base de Mourmelon. Confirmation que dans la presse, comme chez les enquêteurs, on est persuadé que l'homme est lié de près ou de loin à la base militaire. En 1988, alors que l'espoir des familles s'amenuise, que les années d'attente et les nuits à ne pas dormir ne se comptent plus, l'enquête est dans l'impasse. Les dossiers sont épais, les certitudes fragiles, et malgré les rapprochements, aucun individu n'a été arrêté. Et puis un jour, sans que personne n'y croie vraiment, le dossier connaît une avancée inespérée. Pas grâce à une découverte décisive, pas grâce à une preuve oubliée, mais à cause d'un hasard. Un concours de circonstances banales qui va, à lui seul, mettre un nom sur cette affaire que personne n'arrivait à résoudre. On est près de Mâcon, le 9 août 1988. Les gendarmes de Bussière, en Saône-et-Loire, s'apprêtent à vivre un moment complètement lunaire. Ce jour-là, comme les autres, ils effectuent une patrouille classique. Rien de particulier, ils ne recherchent ni criminel, ni un véhicule précis. C'est une journée de plus, comme il y en a des milliers d'autres. Ils sont à des années-lumière des préoccupations de Mourmelon et de son triangle. Et ils n'imaginaient pas une seule seconde qu'en l'espace de quelques minutes, ils vont se retrouver au cœur de l'une des affaires judiciaires les plus suivies du moment. Et faire basculer, malgré eux, une enquête qui stagne depuis près de 8 ans. En pleine patrouille, un combi Volkswagen attire leur attention. Il est garé sous les arbres, dans une voie sans issue. Jusque-là, rien de problématique, mais quelque chose les pousse à effectuer un contrôle de routine. Par précaution, par intuition. À l'intérieur, un homme de la quarantaine, sans signe particulier. C'est Monsieur Tout-le-Monde. Il est grand, propre sur lui, mais un élément le distingue, ses cheveux coupés très courts, à la militaire. Et globalement, il en a l'allure. Il est calme, poli, coopératif et même sympathique. Il s'exprime parfaitement et répond sans hésiter aux questions. Et justement, à la brigade, il explique simplement qu'il voyage et qu'il vit dans son véhicule. À ce stade, rien de répréhensible. L'échange est banal, presque routinier. Les gendarmes sont sur le point de rendre les papiers et repartir quand un d'eux s'arrête. Quelque chose le gêne, une sensation de malaise qui ne s'explique pas trop. Pour être sûr, il décide de procéder à une dernière vérification. Après quoi, il laissera le voyageur tranquille. C'est l'intérieur du combi qui l'intrigue. Plus précisément, ce qui se cache derrière les rideaux. Une décision sans gravité, 10 secondes de plus avant de partir qui ont changé le cours de l'histoire. À l'intérieur, une forme humaine allongée sous une couette. Jusque-là, rien d'anormal, mais quand il bouge, un détail lui glace le sang, l'homme est enchaîné au niveau du cou. Quelque chose cloche vraiment. Évidemment, le gendarme se retourne vers le conducteur et lui demande d'expliquer. Puis surtout, de le détacher. Étonnamment, l'homme ne s'énerve pas, il ne fuit pas, il répond calmement que ce sont deux homosexuels consentants engagés dans certaines pratiques. Le ton est posé, presque rassurant. Les gendarmes sont surpris, mais à ce stade, rien ne permet formellement d'intervenir. Les hommes de la gendarmerie sont déstabilisés, mais les papiers sont en règle. Ils n'ont aucune raison de poursuivre l'inspection. Ils décident donc de continuer leur chemin et de laisser cette scène étrange derrière eux. Mais au moment où ils s'apprêtent à tourner le dos, en même pas une seconde, la scène vire à l'horreur. D'un coup, une porte s'ouvre et l'homme à l'arrière du combi se jette littéralement dehors. Il est complètement affolé, il est torse nu et enchaîné. Ça va tellement vite, c'est tellement hallucinant que les gendarmes ont du mal à comprendre ce qui se passe. Imaginez, on est en plein milieu de la campagne française, là où il ne se passe jamais grand-chose, là où la vie est paisible. L'homme les supplie en anglais « Help me, he's going to kill me ». Littéralement, aidez-moi, il va me tuer. Les mots sont forts, mais clairs. À cet instant précis, il n'y a plus d'ambiguïté. Il se jette sur le conducteur pour le maîtriser. En quelques secondes, le contrôle de routine devient une arrestation. L'homme s'appelle Pierre Chanal. Pour l'instant, ce nom ne dit rien à personne. C'est un simple adjudant-chef dans le camp militaire de Fontainebleau. Et puis, presque aussitôt, un détail frappe les gendarmes. Un détail qui glace. Pierre Chanal a été affecté à Mourmelon par le passé. De suite,
ils font le lien avec les disparus. En retournant la carte, j'ai vu qu'il était affecté donc à Fontainebleau. Et juste avant Fontainebleau, il était affecté sur Mourmelon. Cette conviction intime qu'ils tiennent l'auteur des meurtres et des enlèvements qui ont terrorisé la France s'accentue quand ils découvrent que la victime, Balázs Falvai, un jeune Hongrois qui traversait l'Europe, a croisé le chemin de Pierre Chanal alors qu'il faisait du stop. Tout coïncide. L'homme est le suspect idéal. Sans attendre, les gendarmes contactent Reims. Au bout du fil, le même vertige. L'espoir de tenir enfin quelqu'un, mais aussi la crainte d'une fausse piste. Et cette sensation amère, presque humiliante, ce n'est pas l'enquête qui a attrapé l'homme, c'est le hasard. Très vite, l'idée d'une fausse piste s'écarte. Tous ceux impliqués dans l'affaire se forgent une conviction claire dès l'arrestation. Il n'y a aucun doute, Pierre Chanal est leur homme. Il a passé une sangle autour de mon cou par derrière. Et il a tiré très fort. J'ai compris que si je voulais respirer, il valait mieux que je ne résiste pas. Cette arrestation change tout. Cette fois, c'est pas un nom de plus au bas d'une liste déjà trop longue, elle change la nature même du dossier. Pour la première fois depuis des années, il n'y a pas seulement des absences, des silences, des dossiers classés trop vite, il y a un survivant. Un homme encore en vie, capable de raconter ce que les autres n'ont jamais pu dire. Le jeune Hongrois de 20 ans est pris en charge dans un état de choc évident. Il tremble, il peine à reprendre son souffle, mais il parle. Il replonge un jour en arrière, le soir du 8 août 1988. Après un passage à Paris, Balázs Falvai est déposé au péage de Chalon-sur-Saône. Son objectif est simple, progresser en autostop pour découvrir la France. Alors comme les autres jours, il se place au bord de la route, tend son pouce et attend. À ce moment-là, rien ne lui semble anormal. Il ne connaît pas la région, il n'a jamais entendu parler des disparitions. Pour lui, c'est une étape comme une autre. Les minutes passent, puis les heures, personne ne le prend. Il s'apprête à renoncer, puis décide d'attendre encore un peu avant de trouver refuge pour la nuit. Quelques minutes après, enfin un véhicule s'arrête. Un combi Volkswagen. Le conducteur est seul, l'échange est maladroit car aucun des deux ne parle la langue de l'autre. Quelques mots, des gestes et Chanal démarre. Balázs trouve l'homme un peu étrange, mais faute de choix, il se rassure, se dit que ça ira. Au début, le trajet se déroule sans incident. Puis rapidement, Balázs remarque quelque chose. La route ne correspond pas. Le conducteur semble volontairement se tromper d'itinéraire. Balázs tente de lui faire comprendre, mais la communication est compliquée. L'homme continue de jouer les perdus et de s'enfoncer sur les routes de campagne. Dehors c'est calme, il fait nuit noire et personne à l'horizon. L'ambiance est lourde et dans l'habitacle, l'inquiétude du Hongrois monte. À un moment, le conducteur s'arrête, il explique par geste qu'il va chercher une carte. Il revient, puis il repart chercher une pomme, mais il ne revient pas avec un fruit. Sans prévenir, il se place derrière Balázs et l'attaque par le cou. La prise est nette, maîtrisée et rappelle sans aucun doute les traces de strangulation trouvées sur Trevor O'Keefe. Balázs n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, il se débat, mais il est rapidement dominé. Les portes sont verrouillées, il ne peut plus sortir. C'est le début d'un calvaire qui va durer plus de 20 heures. Le récit est glaçant, il décrit la séquestration, la perte totale de contrôle, la peur constante. Les actes de Chanal sont inaudibles, torture sexuelle, pratiques dérangeantes, humiliation, la liste est longue, difficile. Ce que comprennent les autorités ce jour-là, c'est qu'ils sont face à un pervers dangereux qui prend du plaisir dans la souffrance de ses victimes. Sans le savoir ce soir-là, Balázs Falvai vient de donner une voix à ceux qui n'en ont plus. Le témoignage du Hongrois est accompagné de la perquisition du combi et ce que les enquêteurs ont vu ce jour-là, ils ne l'oublieront pas. Pendant la fouille, un sentiment de malaise difficile à formuler s'installe. L'intérieur du véhicule n'a rien d'improvisé. Il est aménagé, fermé, pensé pour isoler quelqu'un du monde extérieur.
Les rideaux, l'organisation de l'espace, l'impossibilité de voir depuis l'intérieur, tout semble conçu pour retenir, pour cacher. Les gendarmes découvrent aussi des vêtements, dont une trentaine de slips masculins et des objets personnels qui n'appartiennent pas à la victime. Des traces de passage, mais également des objets à caractère sexuel plus dérangeants les uns que les autres, ainsi que les vidéos montrant la victime hongroise soumise aux sévices. Pris isolément, ces éléments ne prouvent pas grand-chose, mais mis bout à bout, ils prennent un tout autre poids. Et pourtant, sans cette arrestation en flagrant délit, sans ce hasard brutal, il n'aurait sans doute jamais suffi. 660. C'est le nombre de questions posées à Pierre Chanal pendant pas moins de 46 heures de garde à vue. Tout ça pour qu'il ne lâche rien. Au bout de 3 jours, on ne savait plus lequel de nous était en garde à vue. C'était un moment très très fort. Les enquêteurs ont face à eux un homme extrêmement endurant à la pression, habitué à tenir des heures sans jamais bouger. L'interrogatoire est difficile, l'homme passe par tous les visages, sympa, colérique, affecté, mais le résultat ne varie pas. Les enquêteurs ne parviennent pas à lui tirer des aveux. Et à l'époque où l'ADN n'est pas encore roi, l'aveu est la reine des preuves. Pierre Chanal le maintient, il n'a strictement rien à voir avec les disparus de Mourmelon. Quant à la séquestration de Palage, il ne démordra pas de sa version. Selon lui, c'est un jeu sexuel entre adultes. Favaille serait aussi homosexuel et consentant, il n'aurait donc pas été retenu contre son gré. Les échanges sont tellement intenses que les enquêteurs diront après coup qu'à la fin, ils ne savaient plus qui interrogeait qui. Cette arrestation ne donne pas encore toutes les preuves, elle ne résout rien, pas tout de suite, mais elle offre enfin quelque chose qui manquait cruellement depuis le début, un récit possible. Une manière de comprendre, d'expliquer pour les familles qui ont besoin de réponses. Mais avec l'arrestation de Chanal, ce n'est plus les noms des disparus qui se médiatisent, mais celui de Pierre Chanal. Comme souvent, la presse le surnomme, ce sera le Rambo de Fontainebleau. Ça peut paraître anecdotique, mais ce surnom confère au présumé coupable un statut hors norme, extraordinaire au sens littéral du terme. Encore une fois, comme dans beaucoup d'affaires, on ne veut pas reconnaître que ces atrocités puissent être faites par un humain, c'est forcément un monstre. Pourtant, Pierre Chanal est tout ce qu'il y a de plus banal. Il est né dans une famille très très nombreuse, il est le 5e enfant d'une fratrie de 17. Le père est alcoolique, violent, la maison est saturée, bruyante, instable, il n'y a pas de place pour tout le monde. Concrètement, Pierre dort parfois dans les escaliers faute de lit, l'intimité n'existe pas, l'attention non plus, Pierre est un enfant parmi les autres. Très tôt, il disparaît dans le décor, pas de caprice, pas d'éclat. Son seul échappatoire, c'est le fond du jardin où il passe des heures à regarder les avions et rêver un jour que lui aussi serait loin de chez lui. Il sera pilote. Mais en grandissant, il comprend vite qu'il n'a pas le niveau pour voler. Une certitude s'impose à lui, le monde civil ne lui offre rien. L'armée, en revanche, lui donne tout. Un cadre, une place, des règles. Il s'y engage jeune et s'y accroche. Mieux, il s'y construit entièrement. Il gravit les échelons sans faire de vagues. Il est apprécié de ses supérieurs pour sa rigueur, son sérieux, son calme et son investissement constant. Il a trouvé plus qu'un corps de métier, il le dit lui-même, l'armée, c'est sa vraie famille. En dehors des potentiels meurtres et kidnappings, une seule chose occupe réellement son temps libre, le parachutisme. Une discipline exigeante, technique, où tout repose sur la maîtrise, la précision, le contrôle. Des traits de caractère normalement appréciés, mais qui, à la lumière du dossier de Mourmelon, vont jouer contre lui. Au club, il est un instructeur très apprécié. Beaucoup veulent sauter avec lui. Certes, il est réservé, parfois froid, mais fiable. Un homme sérieux sur qui on peut compter. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'il vit sa seule relation sentimentale connue avec une femme du club. Une idylle timide qui ne prend pas. Pierre Chanal se montre attentionné, galant, mais distant. Et au final, ce qui en ressort, c'est que la relation ne passe jamais le cap de l'intimité. Il s'arrête avant. À l'époque, ça étonne, après 88,
ça explique. Mais globalement, lorsque Pierre Chanal est arrêté pour la séquestration et le viol du jeune Hongrois, le choc est total. Pour sa famille, pour ses collègues, pour tous ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin, l'idée même d'une attirance de Pierre pour les hommes, ou plus précisément pour de jeunes hommes, paraît inconcevable. C'est presque absurde. Rien, ni dans son comportement, ni dans l'image qu'il renvoie, ne permettait d'imaginer ça. Et c'est peut-être ce caractère discret et froid qui n'attire pas l'attention, qui explique en partie pourquoi il est passé sous les radars autant de temps. Quand les disparitions commencent autour de Mourmelon, il n'est sur aucune liste. Et c'est précisément ce qui le rendra si longtemps intouchable. Aux yeux de tous, il n'a rien d'inquiétant. Tous, peut-être pas. Car très vite, l'enquête va montrer que Pierre Chanal n'inspirait pas seulement le respect. Chez certains appelés, il faisait peur. Les enquêteurs le savent, l'arrestation de Pierre Chanal ne règle rien. Le plus difficile commence maintenant. Monter un dossier solide. Et dans cette affaire où il y a plus d'intuition que de preuves matérielles, l'exercice est complexe. Mais pour les enquêteurs, peu importe, l'objectif est clair, faire en sorte que Pierre Chanal finisse derrière les barreaux pour longtemps, afin que plus jamais un autostoppeur ne s'évapore près de Mourmelon-le-Grand. Très vite, plusieurs certitudes s'imposent aux enquêteurs. Pierre Chanal n'a pas d'alibi solide pour plusieurs périodes clés. Mieux, ses états de service montrent qu'il est affecté à Mourmelon-le-Grand entre 79 et 85, précisément durant les années où les disparitions se succèdent. Serge Havet en février 81, Chanal est en poste. Pascal Sergent disparaît en août 81, Chanal est là. Olivier Donnet ne revient pas de permission en octobre 82, Chanal est toujours affecté sur la base. Patrice Denis disparaît en août 85, Chanal vient tout juste de quitter Mourmelon, après y avoir passé plusieurs années. Et pour Trevor O'Keefe, l'enquête montre qu'il campait près d'un lac proche du lieu où on a retrouvé le corps au moment des faits. Autre élément troublant, 5 disparus ont à un moment ou à un autre été sous son autorité directe ou indirecte. Pas nécessairement dans la même unité, mais dans le même périmètre, sous la même hiérarchie, dans un environnement militaire où les visages se croisaient et se reconnaissent. Quand on saisit ça, on comprend toute l'horreur du dossier. Les jeunes qui montaient dans la voiture devaient sûrement se sentir rassurés, en sécurité, car ils connaissaient le conducteur. Il n'en était rien. Sur le terrain matériel, l'enquête est lourde, méthodique. Le combi Volkswagen est retourné, chaque recoin est inspecté, chaque élément récupéré, analysé. Les enquêteurs cherchent la pièce qui fera basculer le dossier, mais sur le plan administratif, c'est une autre histoire. Les affaires restent éclatées, réparties entre plusieurs juges, plusieurs juridictions. Les informations ne circulent pas. Les instructions avancent en parallèle sans se croiser. Résultat, un temps considérable est perdu et l'enquête piétine. Dans cet enchaînement de blocages, une lueur apparaît pourtant, le procès de Pallache-Falvaille qui s'ouvre à Chalon-sur-Saône en 1990. Officiellement, il ne concerne qu'une seule affaire, la séquestration et le viol d'un jeune homme d'origine hongroise, rien d'autre. Les disparus de Mourmelon ne sont pas évoqués. Aucun lien judiciaire n'est établi. Sur le banc des parties civiles, le jeune Hongrois est donc seul, entouré de ses avocats, mais dans la salle, en retrait, il y a aussi les familles des disparus. Elles le savent, ce procès n'est pas le leur, et pourtant c'est peut-être la clé, la seule occasion de comprendre ce qui est arrivé à leurs enfants. À la barre, Pallache-Falvaille témoigne avec beaucoup de calme et de dignité. Pourtant, ce qu'il raconte glace le sang de tous ceux présents dans la salle. Car ce qu'il a vécu, c'est littéralement l'enfer. Et ce que tous comprennent, c'est que si Pallache a survécu, sa vie telle qu'il la connaissait s'est-elle aussi arrêtée au moment où il a croisé Pierre Chanal. Pour lui, c'était le soir du 8 août 1988, rien ne sera plus jamais comme avant. S'il est debout ce jour-là devant un tribunal étranger, ce n'est pas seulement pour obtenir justice pour lui-même,
il est venu pour dire ce que les autres n'ont jamais pu raconter. Pour mettre des mots sur ce que Pierre Chanal a fait subir à ceux qui ont disparu à jamais. Pour tous, son témoignage est capital. Ce que ne réalisait pas Pallage, c'est que l'expérience du procès est peut-être aussi traumatisante que le crime. Pourquoi ? Parce que la défense plaide une version des faits insupportable. Pallage était consentant et ce n'était pas un viol. Elle affirme que Falvaille est homosexuel. Le moment est hallucinant, l'Hongrois se retrouve à devoir se justifier sur son orientation sexuelle et prouver qu'il est bien hétéro. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, encore une fois. La défense est parvenue à faire passer la victime pour le coupable, l'indignation dans le tribunal monte. Mais on n'a pas encore atteint le moment décisif, la projection de la vidéo tournée par Pierre Chanal lui-même. Pendant la séquestration de Pallage Falvaille, dans la salle, le silence est immédiat, il est total. Les images révèlent les sévices, mais ce n'est même pas ça qui fige la salle. Ce qui marque, c'est la détresse absolue du jeune Hongrois. Les images sont sans appel. Après ça, difficile de plaider le consentement. L'expression « une image vaut parfois 1000 mots » n'a jamais été aussi vraie. À la sortie de la projection, les familles des disparus s'effondrent. Elles ne sauront peut-être jamais ce qu'ont vécu leurs fils, mais elles voient enfin ce qu'ils ont très probablement enduré. Et c'est insoutenable. Mais pour beaucoup, c'est moins difficile que le vide. Celui de ne pas savoir où sont leurs enfants, ni ce qui leur est arrivé exactement. À l'issue du procès, Pierre Chanal est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Pour ce type de fait, c'est une peine lourde. Et pour beaucoup, c'est presque un soulagement. Une petite bataille gagnée pendant que la guerre se prépare. La certitude que, pendant que l'enquête sur les disparus se poursuit, Pierre Chanal restera derrière les barreaux, hors d'état de nuire. Mais surtout, 10 ans, ça laisse du temps aux enquêteurs de constituer le dossier le plus solide possible pour que justice soit faite. En 1990, la chance semble être du côté des familles. C'était sans compter la lenteur et les aberrations du système judiciaire français et l'obstruction continue de l'armée dans ce dossier. Dans l'affaire Pierre Chanal, le plus gros obstacle, c'est l'enquête elle-même. D'abord parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves solides, et aussi parce que l'instruction est entravée par l'administration judiciaire. Quand on attend des réponses, les loupés, les lenteurs, les cloisonnements administratifs sont insupportables. Clairement, pour les familles, l'enquête n'a été qu'une suite continue de dysfonctionnements qui, au fil des années, a tué une seconde fois leurs enfants. Très tôt, dès 1985, les enquêteurs perçoivent les liens entre les différentes affaires et ne se doutent pas de la responsabilité de Pierre Chanal lorsqu'il est arrêté en 88. Ils en sont sûrs, pour eux, c'est le seul responsable des meurtres et des disparitions. Et les affaires doivent être traitées ensemble. Mais cette conviction se heurte à une réalité institutionnelle absurde. Les disparitions sont réparties entre 3 instructions, 3 tribunaux, et transitent, au fil des années, entre les mains de 11 juges. En réalité, il faut attendre 1992 pour qu'une ordonnance de jonction soit prononcée entre les dossiers. Mais cette jonction arrive après les retards, les pertes et les renoncements. Elle reconnaît l'évidence, mais trop tard. Même chose au moment de l'instruction en 1993, il a fallu que les juges en charge des meurtres de Trevor O'Keefe et d'Olivier Donnet se dessaisissent de leur dossier au profit du juge chargé des disparitions pour qu'enfin tout soit traité ensemble. Pourtant, l'enquête démarre activement. On l'a vu, le combi Volkswagen est entièrement désossé après l'arrestation de Chanal. Dedans, on a trouvé des éléments capitaux, des cheveux et des poils. Je suis resté 2 jours à explorer, vider le combi, à faire les prélèvements à l'intérieur. Donc j'ai trouvé de nombreux cheveux, plusieurs centaines de cheveux à l'intérieur, de nombreux objets également qui ont été saisis, mis sous scellés. Et l'analyse se révèle presque concluante, il y a plusieurs profils distincts, dont certains ne correspondent ni à Pierre Chanal, ni à Pallage Falvaille. Mais quand les saisies sont vraiment exploitées, c'est-à-dire des années après prélèvement, c'est trop tard. Les traces sont trop anciennes, fragmentées, impossibles à rattacher formellement à un disparu identifié. Les preuves semblent être là, mais elles sont inexploitables.
Autrement dit, elles ne sont pas solides. La frustration pour l'équipe d'enquête est immense, et pour les familles, c'est une désillusion de plus. Avec les cheveux, on aurait pu croire que l'instruction allait avancer, eh ben non. On est à cheval entre les années 80 et 90, l'ADN n'est pas encore ou très mal exploité, les cheveux sans bulbe restent muets, les fibres ne suffisent pas, la conviction progresse, la preuve judiciaire non. Et lorsque la science devient enfin capable de parler, certaines pièces ont disparu, d'autres ne peuvent plus être réanalysées. Définitivement, le temps joue contre l'enquête. Les enquêteurs tentent alors une autre piste, la Terre. Dans le véhicule, ils trouvent une pelle pliante qui aurait pu potentiellement servir à enterrer l'un des corps. La terre sur la pelle est comparée au sol du lieu où Trevor O'Keefe a été découvert, sans grands espoirs. Mais les résultats tombent, les échantillons sont compatibles. Ça y est, ils ont de quoi le coincer. Ou pas. D'autres experts vérifient et ils ne sont pas d'accord. S'ensuit une sorte de guerre des experts, une opposition classique dans une enquête ou un procès, mais qui dans une affaire où aucune preuve n'est suffisante, devient dramatique. C'est un espoir qui se réduit. Parmi les choses qui m'ont le plus choqué, c'est ce qu'a vécu Madame O'Keefe. Pendant l'enquête, le juge d'instruction chargé de son dossier ne lui dit rien, mais vraiment rien. Elle n'est pas mise au courant des autres cas et se croit seule. Il a fallu qu'elle se rende en France pour comprendre que la mort de son fils est liée à un fait divers bien plus important, les disparus de Mourmelon. À partir de là, elle engage un ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, pour faire bouger les choses. Mais lorsqu'elle demande au juge où sont passées les saisies, la réponse est sidérante, il les sort et les lui jette aux pieds. Ce geste résume tout, la manière dont cette instruction traite les preuves et la place qu'elle réserve aux familles. Parmi les pièces oubliées, il y a les 30 caleçons retrouvés dans le combi qui n'appartiennent pas à Chanal. Preuve qu'on ne les a jamais présentés. Pourtant, 8 ans plus tard, en 1996, Madame O'Keefe en reconnaît un immédiatement, c'est sans aucun doute celui de Trevor. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'ils sont édictés UK, United Kingdom. La justice aurait dû les présenter, à ce niveau-là, c'est du bon sens. Ce nouveau sursaut dans l'affaire relance l'enquête. Il sera de courte durée, car encore une fois, on leur sort le même refrain. L'identification est trop tardive, elle ne vaut rien légalement. Retour à la case départ. L'écart entre la vérité vécue, les convictions de ces familles pas écoutées, pas prises au sérieux et la vérité judiciaire est désormais monumental. D'autant plus qu'entre-temps, ils ont connu le coup de grâce. Tenez-vous bien, Pierre Chanal sort de prison après un aménagement de peine. Le temps presse, et elles le savent. Parallèlement, les enquêteurs ne baissent pas les bras. Ils étudient aussi les témoignages, surtout ceux des appelés. Leurs auditions laissent aux gendarmes une sensation de malaise. Ils racontent ce que l'armée aurait préféré garder entre ses murs, des comportements abusifs, déplacés de supérieurs, notamment au moment des douches. On apprend que Pierre Chanal avait tendance à privilégier ce moment pour donner des instructions quand les appelés étaient dénudés. Il était aussi connu pour cibler les plus faibles et en faire son souffre-douleur. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'il n'était pas le seul. Là aussi, l'argument n'est pas assez solide pour suffire à l'instruction. Fait très étrange, qui certes n'apporte rien au dossier en tant que tel, mais qui vaut quand même le coup d'être souligné. À partir du moment où Chanal est arrêté, le camp de Mourmelon connaît un remaniement de ses gradés, qui sont pour certains mutés dans d'autres casernes. Alors, simple coïncidence, volonté de dissimuler certaines informations ou de protéger certaines personnes et l'institution, parenthèse fermée. Le temps passe et les preuves irréfutables manquent toujours à l'appel. Le dossier pour poursuivre Pierre Chanal reste une fragilité extrême. Pourtant, en août 2001, soit près de 20 ans après les premières disparitions, Chanal est finalement renvoyé devant la cour d'assises de la Marne. Mais pas pour tout. En droit français, on ne juge pas sans preuve suffisante. La suite, beaucoup la redoutent, c'est le non-lieu. Et avec cette décision, des familles comprennent que la justice ne se fera jamais pour leur enfant. L'exclusion est juridique et le drame, lui, est humain. Patrick Dubois, Serge Avet, Manuel Carvalho, Pascal Sergent et Olivier Donnet n'auront jamais de procès.
À moins qu'un jour une preuve surgisse par hasard ou que Pierre Chanal parle, les familles le savent, il est plus que probable que cela n'arrive jamais. Et c'est sans doute ça le plus cruel, cette infime possibilité qui reste et auquel elle s'accroche. Parce que tant qu'il y a un doute, l'espoir demeure. C'est mardi que s'ouvrira le procès de Pierre Chanal dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Que l'accusé soit présent ou non, l'ancien adjudant, après sa tentative de suicide, a décidé de faire une grève de la faim depuis plusieurs semaines, refusant de comparaître. Reste l'essentiel pour les familles de disparus que le procès suive son cours pour faire entendre la vérité. Enfin, après 15 années d'enquête, des dizaines de milliers de pages, une instruction éclatée entre juridictions et magistrats successifs, la machine judiciaire appelle enfin Pierre Chanal devant la barre. Le procès doit commencer en mai 2003. Sur les bancs, la tension est à son comble. Pour les familles, c'est l'ultime rendez-vous. Après des années d'attente, de procédures avortées, de promesses différées, la justice va enfin se prononcer. Enfin, Chanal va devoir répondre de ses actes. Mais une fois encore, l'histoire échappe aux familles. La veille de l'ouverture du procès, Pierre Chanal tente de se suicider avec des médicaments. Le procès est immédiatement renvoyé et la colère des familles ne s'apaise pas. Au contraire, l'attente ne sera pas de quelques jours, mais de quelques mois. Sur plus de 20 ans d'affaires, on pourrait presque croire ce report anecdotique, mais pour les familles qui vivent le vide, c'est un marathon de plus à tenir. Mais c'est aussi la certitude insupportable que Chanal joue avec eux, et qu'il conserve jusqu'au bout le contrôle. Le rendez-vous est pris en octobre 2003, mais fidèle à lui-même, il n'est pas resté inactif. Il a commencé une grève de la faim pour protester. Contre quoi ? Contre la condamnation de son innocence et alerter la France qu'elle s'apprête à commettre une très grave erreur judiciaire. Pendant ses années de liberté, il a d'ailleurs présenté un visage serein, presque sympathique à la presse. Les journalistes qu'il rencontre disent même que l'échange avec lui est très agréable. Ses rares interviews, il les accepte dans un seul but, clamer son innocence. Pour lui, il est un bouc émissaire, le coupable idéal, censé calmer les foules et censé calmer un vide judiciaire. Mais dès que le sujet dévie sur des preuves à charge, l'homme se ferme. Jusqu'au bout, il ne donnera rien. Cette fois-ci, qu'il soit là ou non, le procès se tiendra, même en son absence. Le 14 octobre 2003, le procès s'ouvre enfin, la salle est remplie à ras-bord, les familles Gache, Denis, O'Keeffe se tiennent droites, la tête haute, prêtes à affronter la barbe bleue de Mourmelon. Mais l'homme est décevant, Pierre Chanal banal, d'une maigreur extrême, presque pathétique, son regard est vide, ses joues sont creusées et il maintient sa tête baissée. Est-ce que c'est par honte ? C'est difficile à dire tant que les expertises psychologiques sont nombreuses. Mais ce qui est ressorti de sa personnalité, c'est qu'il ne connaît aucun sentiment de culpabilité. Pierre Chanal est un sociopathe. Même étant innocent, je suis persuadé que je serais condamné. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement. Le silence se fait dans la salle, l'accusation fait face à la défense, le procès peut commencer, il risque de durer longtemps. Mais le 15 octobre 2003, la salle d'audience n'ouvre pas. Dans la nuit, Pierre Chanal s'est donné la mort après avoir dissimulé une lame de rasoir. Protestation ultime contre une condamnation qu'il jugeait injuste ou dernier acte de contrôle d'un homme qui refusait de perdre la main. On ne le saura jamais, Chanal est mort sans parler, il a emporté avec lui ses secrets, mais surtout, il a emporté avec lui les disparus. Jamais les corps des disparus ne seront retrouvés. En se donnant la mort, Pierre Chanal s'est assuré que la vérité ne serait jamais dite, et pour les familles, l'injustice est totale. Avec sa mort, l'action publique s'éteint, aucun procès au fond, aucun verdict, aucune reconnaissance judiciaire. Aux yeux de l'État français, Pierre Chanal demeure à jamais innocent. Il ne fait aucun doute, au vu du travail des enquêteurs et de la justice, au vu des preuves qui étaient accumulées, il ne fait aucun doute absolument. Le drame humain ne s'arrête pas là, car les noms cités jusque-là ne sont probablement que la partie émergée de l'iceberg.
Patrick Dubois, Serge Havet, Manuel Carvalho, Pascal Sergent, Olivier Donnet, Trevor O'Keefe, Patrice Denis, Patrick Gache. 8 noms, 8 visages, mais combien d'autres appelés ont disparu sans jamais être reliés à cette affaire? Combien n'ont même pas été comptés autrement que comme des déserteurs? La question ne cherche pas un chiffre, elle souligne un vide. Ce vide commence avant Mourmelon, avant 1980 à Val d'Aon. Michel Giannini, Aldo Tacchini, 2 jeunes appelés ont disparu dans des conditions similaires. Et eux aussi ont été immédiatement rangés sous l'étiquette commode de la désertion. Et sans grande surprise, à cette époque, Pierre Chanal est adjudant instructeur dans ce régiment. Il encadre, il surveille, il est là, la justice le sait. Pourtant, ces disparitions ne seront jamais intégrées au dossier des disparus de Mourmelon. Elles ne seront réexaminées que très tard, sans suite, sans jonction, sans procès, comme si regarder plus loin en arrière risquait d'ouvrir une affaire trop vaste, trop lourde, trop compromettante. Au final, le constat est brutal. Pierre Chanal ne sera jamais condamné pour les disparitions de Mourmelon. Juridiquement, il restera innocent, à jamais. Non parce que les faits ont été infirmés, mais parce qu'ils n'ont jamais pu être jugés jusqu'au bout. Parce que le temps a détruit les preuves, parce que l'État n'a pas pu garantir la justice, parce que les dossiers ont été fragmentés, puis amputés. Il restera toujours cette hypothèse fragile qu'un jour, par hasard, une découverte apporte une réponse. Un ossement, un objet, une parole tardive, mais les familles le savent, cette éventualité tient plus de l'espoir que de la réalité. Les disparus de Mourmelon sont désormais définitivement perdus. Perdus pour la justice. Et ce qui demeure, ce n'est pas seulement le silence de Pierre Chanal, c'est celui d'une institution qui, trop souvent, a regardé trop tard ou pas assez loin. Pour les familles, il ne reste que ce que l'enquête leur a laissé. Des faisceaux de présomption, des expertises tardives, des objets reconnus mais juridiquement inutilisables, et une certitude intime. Leurs fils ont disparu dans l'angle mort d'un système trop lent, trop fragmenté, trop sûr de ses procédures pour voir à temps ce qui se jouait. Les disparus de Mourmelon ne sont pas seulement les victimes d'un prédateur, ils sont aussi les victimes d'un temps perdu, d'un silence institutionnel et d'une justice qui n'a jamais pu ou jamais su aller jusqu'au bout. Ce n'est pas la vérité qui viendra, mais une condamnation. L'État français sera finalement condamné pour faute lourde en 2005 en raison des dysfonctionnements majeurs de l'enquête et de la lenteur judiciaire. Une condamnation symbolique qui reconnaît les manquements de l'institution, mais qui n'apporte ni vérité, ni réparation réelle aux familles. Chaque membre des familles a touché 25 000 €, un lot bien maigre face à leur perte inestimable, mais une petite victoire, car pour une première fois en plus de 20 ans, les familles sont reconnues. Je crois qu'il faut nous comprendre. Les familles, on n'a pas de corps, on est tout seul. Ils avaient le temps d'enquêter sur les disparus. Je pensais que 10 ans, c'était assez. C'était une vidéo assez longue, c'est même d'ailleurs peut-être la vidéo la plus longue de la chaîne, mais on voulait vraiment revenir en détail sur toute cette enquête, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très intéressantes pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est joué à l'époque, tout le combat et l'acharnement que les familles ont enduré. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'était vous qui m'aviez proposé de faire cette enquête, je la connaissais pas du tout. Donc merci de me mettre des commentaires en me proposant différentes enquêtes. Évidemment, je les connais pas toutes. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le remerciement le plus sincère et le plus gratuit d'ailleurs que vous pouvez faire pour soutenir mon travail et le travail de mon équipe. Je suis pas tout seul, clairement pas. Et merci à ceux qui nous écoutent sur les plateformes de streaming, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast. Vous êtes nombreux là-bas, donc merci beaucoup et vous avez les liens pour retrouver justement ces plateformes en description pour ceux qui sont sur YouTube. Merci à vous, on se retrouve pour une prochaine enquête. C'était Neoxy.